Et salut, c'est Ultimate Byte. Bon, on va enfin rentrer dans la pratique et aujourd'hui ça va être un gros sujet puisqu'on va avoir toutes les commandes de base et on va se familiariser un peu avec Linux. L'idée c'est d'avoir quelques points de repère dans le système, de savoir naviguer dans les dossiers, de voir un peu les ressources qui sont utilisées. Bref, moi je trouve que c'est sentir un petit peu la machine au final. Donc d'abord, la première chose à remarquer, c'est qu'on est connecté en root. Et le root, ça va être l'utilisateur maître de la machine en fin de compte. Il va avoir tous les droits sur la machine, et du coup, on va se connecter en root uniquement lorsqu'on aura des choses qui affectent le système à faire. On voit ici le petit arrobase et le ultimate, ça veut dire qu'on est connecté à la machine ultimate en tant que root. Et puis là, ce petit signe-là, ici en fait, c'est l'endroit où il y a le dossier dans lequel on se trouve qui va être affiché. Et ce signe qu'on peut obtenir en faisant Alt et la touche 2 deux fois, ensuite il faut en retirer un, c'est un peu chiant mais c'est comme ça, veut dire le répertoire home de l'utilisateur, donc le répertoire où l'utilisateur peut stocker ses données. Pour le root, il est un peu différent, mais pour tous les autres utilisateurs, ça va se trouver dans un dossier qui est à la racine du disque qu'on appelle /home. Une notion importante à avoir, c'est que tous les dossiers qui sont à la racine du disque vont être appelés, nommés, en commençant par un slash. Et bien sûr, vous remarquerez que les slash sont des vrais slash et non pas des anti-slash comme dans Windows. Donc la première commande que je vais vous montrer, c'est la commande cat, qui permet d'afficher un fichier texte. Et je vais vous montrer aussi quelque chose qui est le --help, qui nous permet d'avoir les options possibles sur la commande. Donc par exemple, je pourrais faire cat-a quelque chose. Toutes les options qui sont ici sont les options que vous pouvez appliquer à une commande. C'est des variateurs, en fin de compte, qu'on appelle des arguments. Évidemment, pour effacer tout ce petit cirque, vous avez la commande clear qui vous permet simplement d'effacer ce qu'il y a à l'écran pour y voir plus clair. Et puis vous avez aussi souvent le manuel de la commande qui est un peu plus complet. Donc par exemple, si je fais man cat, ça va m'afficher le manuel de la commande. Et ici, on navigue avec les flèches. Et pour quitter, comme c'est écrit en bas, on fait Q. Donc avec cat, on montre un exemple tout de suite. On va aller afficher dans /etc/lsb-release. Ça, c'est une commande qui marche pour Debian. On va afficher la version de Debian qu'on a installée. Donc le /etc, qui est à la racine du disque, c'est là qu'on va avoir la plupart des programmes et des fichiers config d'installer. C'est un dossier essentiel dans lequel vous risquez de passer pas mal de temps. On nettoie ça. Ensuite, une petite commande qui permet d'avoir des infos sur le kernel. Comme ça, je fais les commandes système en premier. Ça va être uname-a. Là, on a le détail du kernel qui est installé sur la machine. Ensuite, on va avoir la commande free qui nous permet de savoir quelle est la RAM utilisée. On a des infos sur combien de RAM est utilisé et comment. Mais comme ça, on peut voir que c'est pas très lisible. Donc, il y a les variateurs justement qui vont nous servir. On a free_m qui va nous donner les unités en mégaoctets. Et on a free_h pour human qui va nous afficher l'unité la plus logique à afficher par rapport à la taille de la mémoire en l'occurrence. Le h peut se retrouver aussi dans d'autres commandes. En fait, vous verrez que comme ça qu'il y a une certaine logique au fil des commandes qui va se tramer. Donc tant qu'on parle de la RAM, on peut voir que, bon là c'est arrondi, mais on a 16 Go de RAM, 489 MO d'utilisés, dont 307 MO de cache. Ça, c'est des fichiers qui ont été lus et qui sont mis directement dans la RAM, de sorte à ce que s'il y a besoin de les recharger, ça les charge depuis la RAM. Et bien sûr, ça c'est le fonctionnement classique de Linux. Et si vous avez besoin de RAM pour des programmes, et ben ça va effacer le cache, de sorte à pouvoir l'utiliser pour des programmes. Le swap, quant à lui, sera utilisé lorsque vous n'aurez plus de RAM. Ce qui, on va pas se le cacher, a très peu de chances d'arriver, puisque Linux est quand même assez léger. D'ailleurs, au final, si on regarde, donc qu'on retire le buffer et le cache, on n'a que 147 MO de RAM qui sont utilisés par Linux, là. Voilà à peu près comment ça se lit, free_h ou free_m. On efface tout ça, ensuite on va avoir une commande pour afficher les process en cours, c'est la commande top. Et là, c'est pas très compliqué à lire, donc ça va être classé par utilisation de CPU. À savoir que 100% sous Linux, c'est un corps de processeur. Donc si un processus utilise plusieurs corps, il peut très bien monter au-delà de 100%. Et si un processus utilise 100%, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de processeur disponible, il faut que vous preniez en compte le nombre de corps que vous avez. On va avoir le pourcentage de RAM utilisé aussi par les programmes, l'utilisateur qui a lancé le programme, le PID, c'est-à-dire le numéro du programme, si jamais il y a besoin de le fermer. Et pour quitter cette commande top, on va faire la lettre Q. Ou alors, un autre truc qui veut souvent dire quitter sous Linux, ça va être CTRL-C. J'ai fait CTRL-C, ça a quitté.
On nettoie tout ça. Maintenant, on va apprendre à créer un nouvel utilisateur et à jongler un peu entre les utilisateurs. Mais d'ailleurs, vous aurez sûrement envie de changer votre mot de passe root qui, par défaut, est un peu dur à taper, à retenir. Évidemment, respectez les règles logiques de définition d'un mot de passe, faut pas qu'il soit trop simple. Si possible, il faut qu'il ait des caractères spéciaux et tout ça, mais je vais pas vous apprendre comment définir un bon mot de passe. Donc là, je suis logué en root. Donc si je veux changer le mot de passe root, je peux taper simplement passwd. Et ça va directement me proposer de mettre un nouveau mot de passe. Ou alors, je peux faire passwd root pour dire je veux changer le mot de passe root, ou bien passwd et le nom de l'utilisateur, par exemple Ultimate Byte. Mais là, cet utilisateur n'existe pas encore, donc si je rentre ça, l'utilisateur n'existe pas. Bref, on va changer le mot de passe root, et celui-là, évidemment, il faut absolument s'en souvenir. C'est le mot de passe qu'il faut surtout pas oublier. Donc on va mettre un nouveau mot de passe, et là faut pas s'inquiéter, puisqu'évidemment le mot de passe ne va pas s'afficher à l'écran par mesure de sécurité, et même les caractères seront masqués. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si on a bien tapé ou pas, il faut vraiment faire attention. Voilà, on rentre évidemment 2 fois le mot de passe pour être sûr qu'on n'a pas fait de faute de frappe, et le mot de passe est mis à jour. Maintenant, quelque chose d'essentiel, c'est de créer au moins un utilisateur sur la machine. Et donc pour ce faire, on a la commande add_user, et ensuite on met le nom de l'utilisateur qu'on veut rajouter. Par exemple, Ultimate Byte. On lui choisit un mot de passe. Et puis ensuite, Linux va nous demander des informations, le nom, ce genre de choses. Mais en fait, ça sert strictement à rien, donc il suffit de faire entrer pour ne pas avoir à remplir ces champs. Et là, on nous demande si les informations sont correctes, et on remarque que le Y est en majuscule, ce qui veut dire que c'est l'option par défaut. Donc en temps normal, il faut mettre soit Y, soit N, mais là, comme le Y est en majuscule, si on fait entrer, ça choisira le Y, qui est l'option par défaut. Et voilà, notre utilisateur est créé. Pour s'y connecter, on peut taper login, le nom de l'utilisateur, donc dans mon cas Ultimate Byte, et ça va nous demander le mot de passe. Et voilà, on est connecté. Et si jamais on veut repasser en route, on peut taper SU pour Super User, ce qui nous redemande le mot de passe root. On remarque que quand j'étais connecté à Ultimate Byte, on était dans le répertoire Home de Ultimate Byte, et quand on est repassé en route, on est resté dans le répertoire d'Ultimate Byte, qui est donc le /home/Ultimate Byte. Et on peut aussi revenir en arrière comme ça, avec la commande exit. Donc là, je suis revenu dans Ultimate Byte, et je refais exit, je suis en route. Si je refais exit encore, là, ça va me déconnecter cette fois-ci. On va nettoyer un peu tout ça. Il y a d'autres moyens de se loguer qui sont plus sympas. Quand on est en route, on n'a pas forcément besoin de taper le mot de passe de l'utilisateur. Et pour ce faire, il suffit de taper SU, le nom de l'utilisateur, donc Ultimate Byte. Et encore mieux, SU-Ultimate Byte, ce qui va nous placer en même temps directement dans le home d'Ultimate Byte. Alors que si j'avais fait juste SU Ultimate Byte, on remarque que là on est dans le dossier home du root, qui lui est le seul à se trouver à la racine du disque dans le /root. La racine du disque, pour ceux qui se demandent, c'est l'endroit dans le disque dans lequel on ne peut pas revenir plus en arrière. Si je veux retourner dans le home d'Ultimate Byte, on a la commande cd pour current directory. Pour illustrer le fait que les utilisateurs classiques ont moins de droits que le root, je vais vous montrer une commande qui s'appelle apt. On va faire un petit man apt pour voir. Apt, ça veut dire Advanced Packaged Tool. Et ça, c'est un peu votre meilleur ami puisqu'il va permettre d'installer des programmes, des paquets. Et évidemment, cet apt, il va avoir ses petits cousins, notamment apt-get, qui va être celui que vous utiliserez le plus souvent. Donc apt-get, qui a son manuel aussi d'ailleurs. apt-get, update, et ça va mettre à jour la liste des mises à jour, en fin de compte, de tous les programmes qui sont installés et installables. Donc avant d'installer un programme, on fait toujours un apt-get update, et même on va faire un apt-get upgrade, qui lui va appliquer les mises à jour, télécharger et installer les mises à jour, en fin de compte. Et donc on peut très bien lancer les deux commandes en même temps. Il y a deux possibilités, soit on met un point virgule avec la deuxième commande ensuite, ou alors deux petits signes et comme ça. Et on va pouvoir faire deux commandes en une ligne.
Et donc c'est ça que je voulais illustrer, c'est qu'évidemment ça ne fonctionne pas pour l'utilisateur qui est là. Ça, il faut le faire en route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier la commande pour éviter d'avoir à la retaper à la main. Et ça nous permet aussi de nous familiariser avec le copier-coller dans la console. Et pour copier du texte en SSH, il suffit en fin de compte de sélectionner le texte qui va directement se mettre dans le presse-papier. Donc là, j'ai sélectionné et c'est copié en fin de compte. Ensuite, je vais repasser en route. Donc je pourrais très bien faire SU. Mais là, comme j'ai une session de route qui est connectée avant Ultimate Byte, je vais faire exit. On va nettoyer ça. Et pour coller le texte, pas de CTRL V ici, ça va être un clic droit en fin de compte. Et on lance la commande. Donc là, en fait, on a récupéré la liste des mises à jour, et ensuite, on a regardé s'il y avait des mises à jour à faire, et il n'y en avait pas. Et après, vous avez bien sûr apt-get, install, et ensuite, vous allez taper le nom du programme que vous voulez installer, par exemple, zip et unzip, qui permettent de zipper, dézipper des programmes. Et il s'installe. Alors si il y a ce qu'on appelle des dépendances, ça veut dire d'autres programmes à installer pour que le programme puisse fonctionner, ça va vous demander une confirmation. Mais là, c'est des programmes très simples, donc ils fonctionnent sans aucune dépendance supplémentaire. Bon, c'est la seule commande qu'on avait à faire en tant que route, donc on va retourner dans la session utilisateur qu'on a créée, parce qu'après, on va juste s'entraîner un petit peu sur des fichiers, donc on n'a pas besoin d'être en route pour faire ça. On se connecte en tant que Ultimate Byte, donc SU-Ultimate Byte. Et donc d'abord, on va apprendre à naviguer un peu dans les dossiers. Donc d'abord, si vous êtes déplacé dans des dossiers et que vous voulez revenir au dossier home de l'utilisateur auquel vous êtes connecté, vous tapez simplement cd, et ça vous remet dans le home. C'est équivalent à cd tilde, ça nous remet dans le home directory. Après, dans Linux, il faut savoir que le point veut dire le dossier courant. Donc si je fais cd point, ça change rien du tout. Et le point point veut dire le dossier précédent. Donc si je fais cd point point, ça va mettre dans le dossier d'avant, qui est le dossier home. Et si je veux aller à un dossier qui est à la racine du disque, je vais toujours commencer par cd / le nom du dossier. Alors que si je veux aller dans un sous-dossier du dossier dans lequel je me trouve, par exemple là je suis dans le home, je vais aller dans le sous-dossier Ultimate Byte, je ne mets pas de slash devant. Évidemment, vous pouvez retrouver vos commandes précédentes avec les flèches haut et bas. Ça peut vous faire gagner du temps. Par exemple, là, je vais revenir dans le dossier précédent pour vous montrer que si je tape cd ul, par exemple, je suis pas obligé de taper tout le reste en entier. En fait, il me suffit d'appuyer sur la touche tab pour compléter le nom. Vous noterez d'ailleurs que Linux rajoute directement un slash dans le cas où vous voudriez rentrer dans un autre sous-dossier. Un slash à la fin, ça pose aucun souci, c'est exactement la même chose. Pour un dossier, en tout cas, c'est complètement équivalent. Donc on est dans le home de Ultimate Byte. Je vais revenir une dernière fois dans le dossier précédent pour vous montrer une autre commande qui est essentielle pour moi. Je me retiens de ne pas la faire depuis tout à l'heure puisqu'il faut que je vous les montre une par une. Mais dès que je rentre dans un dossier, je fais cette commande. C'est la commande ls qui va afficher les fichiers et dossiers qui se trouvent là où on est. Ça permet d'avoir un retour visuel du dossier dans lequel on se trouve et de ce qu'il contient, quoi. Je trouve que c'est super important d'avoir cette pratique. Après avoir fait un CD, on fait un ls. Et ls a évidemment des variateurs. Par exemple, ls-l, qui va nous donner des informations sur les droits des fichiers, l'appartenance, donc l'utilisateur et le groupe auquel le dossier appartient. Le petit d ici qui veut dire que c'est un dossier. Bon là je vais pas trop m'étendre dessus, mais en gros on va avoir les droits de lecture, écriture et exécution des fichiers pour l'utilisateur, puis pour le groupe, puis pour les autres qui ne font partie d'aucun des deux. Et puis on va avoir un ls-al, donc ça peut être aussi dans l'autre sens, un -la. En fait on ajoute deux arguments en même temps, qui nous donnent des infos sur le dossier courant, qui est donc symbolisé par un point, comme je le disais juste avant, et sur le dossier parent du dossier courant, c'est-à-dire le dossier qui contient le dossier dans lequel on se trouve. Mais on peut aussi afficher les informations d'un dossier dans lequel on ne se trouve pas, par exemple le /etc, ls-etc, voilà on voit ce qu'il contient. On peut aussi faire ls-al/etc. On voit que ce dossier contient pas mal de choses qui peuvent paraître un peu difficiles au premier abord, mais quand on sait regarder, c'est pas si compliqué. Après on va avoir la commande du,
qui va nous afficher la taille du dossier dans lequel on se trouve. On va avoir surtout DU-H qui va mettre des unités appropriées. Là, on voit que c'est des kilo-octets. Bon, il y a vraisemblablement pas grand-chose dans ces dossiers. Et puis, on va avoir DF-H aussi pour avoir des unités correctes qui va nous donner l'utilisation du disque. On voit encore une fois que Linux ne prend pas grand-chose. Bon, là, on n'a pas de fichier à exécuter, mais pour exécuter un fichier, ça va être /filename, le nom du fichier. Par exemple, un programme en bash, qui est le langage de scripting pour le shell. Le shell qui est ce qu'on est en train de contrôler via le SSH. Petit rappel. Bon, ensuite, on va retourner dans le dossier Ultimate Byte, donc cd Ultimate Byte. Comme on est déjà dans le /home, j'ai pas besoin de rajouter le /home, et bien sûr, pas de slash avant Ultimate Byte. Et maintenant, donc on va faire un ls. Il n'y a rien dedans. ls-al. On voit qu'il y a quelques petits fichiers cachés. Et on va créer un petit fichier. Touch. File.txt par exemple. Et si je fais ls, on voit que le fichier a été créé. Et puis on va éditer ce fichier avec un utilitaire qui s'appelle nano. Si nano n'est pas installé, vous pouvez faire apt-get install nano. En route évidemment. Ici il est installé, donc on va pas prendre la peine de le faire. Donc nano file.txt. Et alors il y aura un petit tuto dédié à nano. La chose la plus importante à retenir, c'est peut-être qu'il ne faut pas utiliser le pavé numérique parce qu'il va faire des raccourcis dedans. Il faut utiliser les touches en haut du clavier. Blablabla. On va sauvegarder ça. Donc on voit en bas les options. Donc le chapeau, ça veut dire contrôle. Donc on peut rechercher avec CTRL W et quitter avec CTRL X. Donc CTRL X. Est-ce qu'on veut sauvegarder Y ou N? Ici oui, Y. Est-ce qu'on valide le nom du fichier? Oui. Entrée. Donc en fait, pour quitter, le raccourci qu'il va falloir retenir, c'est CTRL X, Y, entrée. Et ça se fait rapidement, ça va devenir un automatisme. Et bien sûr, on peut afficher le contenu de ce fichier avec cat file.txt et on voit ce qu'on vient d'écrire à l'intérieur. Mais on peut aussi créer un nouveau fichier sans utiliser touch auparavant, en faisant directement nano. Et CTRL X, Y entrée. Et si je fais un ls, ça a bien créé un nouveau fichier. Ensuite, il y a la commande pour déplacer des fichiers et dossiers, qui est aussi la commande pour renommer. C'est la commande mv pour move. Et ici, on va move le file.txt vers un nouveau nom. Donc file.txt vers first file.txt. Vous remarquerez que je ne mets pas d'espace, parce que sous Linux, les espaces, ça va vous poser des soucis énormes. Donc à la limite, mettez un tiret bas ou un tiret, mais évitez les espaces. Et les majuscules, c'est pareil, parce que les majuscules vont être reconnues comme des caractères différents. Donc si vous mettez une majuscule, vous serez obligé de toujours taper cette majuscule dès que vous ferez appel au fichier, ce qui au final est assez ennuyant. Donc mieux vaut ne pas en utiliser tout simplement. Donc là, mv file, first file, ça veut dire que file va être renommé en first file. Si je fais un ls, on voit qu'il a bien été renommé. Évidemment, on peut aussi faire des copies de fichiers avec la commande cp pour copie. Donc copy first file.txt vers first file dupe.txt par exemple. Et on voit que ça a bien été créé. Et puis on peut avoir envie de supprimer ces choses-là. Par exemple, le new file il m'intéresse plus. rm new file.txt. rm pour remove évidemment. Et il a disparu. Si je veux supprimer tous les fichiers d'un coup, je peux faire rm et une étoile qui veut dire tous les fichiers. Mais si j'ai d'autres fichiers, par exemple, on va créer un petit fichier qui s'appelle script.sh. Si je veux supprimer juste les fichiers txt, mais pas le script.sh, je vais faire rm étoile.txt. C'est-à-dire en gros, tout ce qui se termine par .txt sera supprimé. Si je fais un ls, il ne reste plus que le script.sh. Et je rajoute un autre fichier, juste pour la démo. Si je fais rm étoile, ça supprime tout. Voilà pour les fichiers.
Maintenant, on passe au dossier, et vous allez voir qu'il y a des petites particularités auxquelles il faut faire attention. Notamment, il y a des commandes qui demandent un argument particulier pour accepter de traiter les dossiers. Alors d'abord, tout simplement, comment créer un dossier? Ça va être mkdir, make directory. Donc mkdir, folder, et je viens de créer un dossier qui s'appelle folder. Notez qu'il apparaît en bleu. C'est un bon moyen de discerner les fichiers et les dossiers assez rapidement. Maintenant, admettons que je veux copier ce dossier. cp folder, folder 2, et là, cp omitting directory. C'est parce que pour que ça fonctionne, il faut rajouter l'argument -r. Vous pouvez mettre un R minuscule, mais il y a certaines commandes qui demandent absolument un R majuscule pour fonctionner. Du coup, moi j'ai pris l'habitude de mettre toujours un R majuscule, comme ça je suis sûr de jamais me tromper, et ça marche à chaque fois. Donc cp-r folder vers folder 2, et là, ça fonctionne. Le R, moi je le prends pour récursive, c'est-à-dire que ça va copier un dossier et son éventuel contenu. Pour move, par contre, il n'y a pas besoin du -r, on peut très bien faire folder 2 vers other folder, et on a renommé le dossier. Et évidemment, pour déplacer, alors je ne l'avais pas montré pour les fichiers, mais si par exemple je veux mettre le other folder dans le folder, on va remettre le /home ici, ultimate byte, folder, et si je fais un ls de folder, on voit qu'il y a bien le other folder dedans. Maintenant, si je veux supprimer ça, rm folder, et c'est exactement pareil que pour cp, il faut rajouter le -r, donc rm-r folder. Bien sûr, j'aurais très bien pu faire rm-r étoile, ce qui aurait supprimé tout le contenu. Mais évidemment, ça c'est quelque chose à utiliser avec la plus grande attention, puisque si vous faites ça n'importe où, vous supprimez peut-être des fichiers importants. Donc toujours faire cette commande avec précaution. Bon, je vais vous montrer un autre petit exemple avec deux noms de fichiers qui se ressemblent. Donc fichier ou dossier, hein, c'est pareil. Donc touch. Donc touch, je crée deux fichiers qui s'appellent superlongFileName 1 et superlongFileName 2. Juste pour vous montrer comment ça marche quand il y a deux fichiers qui ont presque le même nom. Par exemple, si je fais un nano superlong, donc j'appuie sur tab. Et là, ça s'est allé jusqu'à tous les caractères en commun des deux fichiers qui avaient presque le même nom. Mais il faut taper le dernier caractère à la main. Et si je rappuie sur tab, ça m'affiche les possibilités. Quand il y a plein de fichiers, ça permet de s'y retrouver un petit peu, c'est assez pratique. Voilà, c'était juste pour l'exemple de cette autocomplétion. On nettoie. Il y a deux commandes que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui seront sûrement dans un niveau 2 des commandes utiles. Ça va être chmod et chown, qui vont permettre de modifier les droits sur les fichiers et les ownership, les appartenances des fichiers. Donc chmod, chown, ça sera pour une autre fois. Évidemment, il y a plein d'autres commandes qui existent. Je ne vais pas toutes les détailler aujourd'hui, je vais même jamais toutes les détailler puisqu'il y en a beaucoup trop. Mais là déjà vous avez une bonne base pour commencer à naviguer correctement dans Linux et comprendre quelque chose à ce qui va se passer dans la suite des tutos. Donc rappelez-vous, si vous avez un doute sur une commande, pensez toujours au -help. Ici on peut scroller pour remonter quand ça dépasse. Ou alors au man pour afficher le manuel de la commande. Donc faut surtout pas s'inquiéter, au début vous allez être forcément très long à faire toutes ces commandes. Elles vont finir par rentrer à force de les faire, à force de regarder les tutos, de reproduire les choses. J'avoue qu'il m'a fallu environ une petite semaine pour commencer à être vraiment à l'aise avec le principe de ces commandes, de naviguer dans les dossiers de cette manière. Mais à l'époque, j'avais pas eu la chance d'avoir un bon tuto pour m'expliquer tout ça. J'étais vraiment direct sur des tutos qui rentraient dans le dur, et ça m'a fait perdre un temps fou quand j'ai appris, donc j'espère que ce tuto pourra vous aider là-dessus à moins ramer quand vous commencerez avec les commandes Linux. Donc si ça vous a aidé justement, si vous avez appris des commandes, si vous trouvez ça utile, surtout mettez un énorme pouce vers le haut. Si vous en voulez d'autres, souscrivez au channel. Vous pouvez bien sûr soutenir le channel en faisant des donations sur Tipeee ou soutenir la communauté sur terrageek.org. Les liens sont dans la description. Moi je vous souhaite de passer des super moments avec votre nouvel ami qui est la console SSH et je vous dis à très bientôt.